Bonjour, bienvenue dans les semaines de l'évolution professionnelle. Nous allons commencer notre webinaire par quelques consignes. Vous avez la possibilité de poser des questions dans l'onglet questions. Nous y répondrons en cours de webinaire et à la fin du webinaire. Vous pouvez aussi voter pour des questions qui vous intéressent plus particulièrement et les faire remonter en cliquant dessus. Donc, les semaines de l'évolution professionnelle sont organisées par l'APEC, le réseau EVA, le groupement Évolution, BGE Guyane et Antea RH pour la Corse. Elles se déroulent du lundi 4 au vendredi 15 octobre 2021. Elles sont bien évidemment organisées en association avec nos partenaires régionaux et nationaux. C'est un événement 100% digital qui est accessible à tous et qui est gratuit et qui met au cœur de cet événement d'un programme plus de 100 webinaires thématiques. Aujourd'hui, je suis accompagnée par Amélie Patet, directrice de la boutique de gestion Côte d'Or, Saône-et-Loire et Ain. Bonjour Amélie. Bonjour Monique. Et je suis Monique Fleury, manager de service, conseil en évolution professionnelle pour la région Bourgogne-Franche-Comté. La thématique de ce webinaire aujourd'hui, c'est « Je veux créer mon entreprise ». Nous allons donc voir comment le conseil en évolution professionnelle peut vous aider dans la création ou un projet de reprise d'entreprise. Pourquoi faire appel au conseil en évolution professionnelle ? Tout d'abord, pour vous aider à inscrire votre projet de création dans votre projet personnel. Pour obtenir des informations sur l'offre de services existants sur le territoire, pour vous aider dans votre projet et éventuellement pour mobiliser le dispositif démissionnaire. Donc, nous allons voir ensemble comment et pourquoi articuler son projet de création et son projet personnel. Puisqu'au même titre qu'un projet de formation, de reconversion, eh bien, un projet de création ou de reprise d'entreprise se prépare. Pour cela, il est important de penser à différents champs et nous allons voir en quoi le conseil en évolution professionnelle peut vous aider à consolider votre projet entrepreneurial. La première chose, c'est d'utiliser les bonnes méthodes pour concevoir votre projet d'entreprise. Alors, les bonnes méthodes, il n'y a pas de recette miracle. Simplement, trouver la méthode qui vous correspond. Trouver la méthode qui saura vous lancer dans votre projet entrepreneurial. Est-ce que vous fonctionnez plutôt avec des choses planifiées d'avance ? Est-ce qu'au contraire, vous êtes quelqu'un qui fonctionne plutôt à l'opportunité ? En tout cas, il faut bien vous centrer sur une méthode. Ensuite, programmez votre projet dans le temps. Ce temps, c'est à la fois celui qui est nécessaire à la bonne construction de votre projet, aux acteurs qui vous entourent, et puis le temps aussi qui est le vôtre avec vos contraintes, vos obligations et comment vous vous êtes projeté dans votre vie professionnelle en articulation avec vos obligations personnelles. S'entourer des bonnes personnes, c'est sans doute un point pivot dans la réussite de la préparation de votre projet. Déjà, des personnes qui savent vous encourager, des personnes ensuite qui vous donneront des conseils experts, des conseils professionnels, et puis des personnes aussi qui pourront vous permettre de prendre du recul par rapport à votre projet d'entreprise. Pensez à des pistes alternatives. J'ai envie de vous dire, c'est l'essence même de l'entrepreneur, c'est d'être agile, à la fois pour pouvoir avoir des plans B ou C quand le plan A ne marche pas, mais c'est aussi pour pouvoir être en capacité de saisir les opportunités. Quand on est trop enfermé dans son projet de création d'entreprise sans être ouvert à d'autres choses alternatives, le risque, c'est de ne pas voir et de passer à côté des bonnes surprises. Et se former en vue du projet, c'est essentiel, à la fois sur des choses techniques, votre métier, qu'est-ce que vous voulez vendre, mais aussi tout ce qui est des compétences entrepreneuriales, surtout lorsqu'on entreprend seul dans un projet individuel, puisqu'il va falloir à la fois produire votre produit, votre service, le vendre et gérer votre entreprise. En ça, la formation, c'est important également pour penser à d'autres alternatives qui peut-être ne vont pas vous conduire à la mise en œuvre réelle du projet. Et donc, dans votre rebond professionnel, il sera important d'avoir valorisé les compétences que vous aurez développées à l'occasion de la préparation. Très bien. Sur votre territoire, partout en France, il y a des organismes qui sont là pour vous aider, qui seront vos interlocuteurs indispensables. Il y a votre conseil en évolution professionnelle qui pourra vous informer sur cet environnement existant. De quoi il peut être composé ?
il peut être composé d'organismes d'accompagnement. Moi, à ce titre, je représente l'association BGE, qui est un réseau national, mais il y a d'autres organismes d'accompagnement sur les territoires. Par exemple, les chambres consulaires, donc la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre des métiers et de l'artisanat, la Chambre d'agriculture également, qui sauveront vous renseigner, mais également qui sont des centres de formalité pour les entreprises, auprès desquels vous vous inscrirez au moment de l'immatriculation de vos activités. Les experts comptables sont vos partenaires dans la formalisation chiffrée pour certains types de projets. Ils ne sont pas obligatoires dans tous les types d'entreprises, mais en tout cas, ils sont des partenaires de premier rang parce que la traduction chiffrée d'un projet et son pilotage, eh bien, c'est un élément important pour sa réussite et son développement. Également des organismes de financement, bien évidemment le réseau bancaire, mais il y a aussi des réseaux nationaux, France Active, Initiative France, l'ADI, d'autres organismes de microcrédit, des cabinets d'études. Alors là, on pense aux cabinets d'études de marché, par exemple. Ça peut être aussi des agences de communication, des études d'implantation, quand c'est pour un projet plus commercial, des études assurantielles, puisque il est important de bien prévoir la protection sociale et juridique de son entreprise. Des organismes de formation, on en a parlé juste avant, donc soit des organismes plutôt métiers, soit des organismes de formation aux compétences entrepreneuriales, aux compétences douces, les soft skills dont on parle, à la posture, au management si vous envisagez de recruter, mais également sur voilà, de la vente, de la gestion. Souvent, les organismes d'accompagnement à la création d'entreprise proposent des formations. Et puis, des coopératives, là, on peut penser aux coopératives d'activité et d'emploi, qui sont des structures qui permettent à des entrepreneurs de partager un même socle commun administratif tout en exerçant chacun leur activité commerciale. Les pépinières d'entreprise, quant à elles, eh bien, sont des bâtiments souvent administrés derrière par des collectivités qui permettent de disposer de locaux à prix modéré et progressif pour aider à l'installation de jeunes entreprises. S'agissant du dispositif démissionnaire dont il était question au début de ce webinaire, il est assez récent et il vous permet de bénéficier de vos allocations de retour à l'emploi, autrement dit des indemnités chômage, dès votre démission pour un projet de création d'entreprise ou de formation sans avoir à attendre le délai de carence de 4 mois. Pour cela, il y a plusieurs critères. Le premier, c'est d'être en CDI. Le second, c'est de compter au moins 5 ans d'activité salariée dans une ou plusieurs entreprises. Et le troisième, et c'est le cœur de notre discussion d'aujourd'hui, c'est d'avoir un projet de reconversion qui soit considéré comme réel et sérieux par la commission paritaire interprofessionnelle régionale. Vous avez un site web qui, je pense, s'affiche à l'écran ou vous sera communiqué ultérieurement, qui permet de vérifier l'éligibilité, votre éligibilité au CEP dit démissionnaire. Pour cela, et avant de démissionner, il est obligatoire d'avoir recours à un conseil en évolution professionnelle parce que c'est celui-ci qui va permettre, entre autres, de justifier du caractère réel et sérieux de votre projet. Alors, qu'est-ce qu'on entend par un projet réel et sérieux? La liste qui s'affiche à l'écran, elle est, on va dire, décroissante. Moi, je vous encourage à partir du bas. C'est-à-dire, d'abord, pour qu'un projet soit réel et sérieux, il faut qu'il y ait une bonne adéquation entre vous et votre projet. À la fois votre expérience, qu'est-ce que vous voulez en faire, votre posture, vos qualités personnelles. Alors, ça ne veut pas dire que la reconversion est interdite à travers un projet de création d'entreprise, pas du tout. On peut avoir une expérience dans un secteur A et créer son entreprise dans un secteur B. Par contre, il faut que tous les éléments en termes de motivation, d'attente, en termes de temps à consacrer, en termes de financement, en termes de revenus, et puis en termes aussi d'appétence, eh bien, ce soit cohérent. Quelqu'un qui, par exemple, a vraiment du mal, dans le contact clientèle, par exemple, s'il a un projet éminemment commercial où toute la journée, il va falloir recevoir des clients, ça va être compliqué. Donc, il y a cette adéquation-là de se dire, ben voilà, moi j'ai envie de faire ça, est-ce que c'est compatible avec mon contexte familial, avec mes possibilités économiques, etc. L'aspect innovant du projet, là, je pense qu'il faut ouvrir un peu ses chakras sur la notion d'innovation du projet. On n'attend pas de vous
que vous soyez tous des start-upers avec une innovation technologique dont le monde rêvait. En revanche, ce qui est important, c'est de penser à la création de valeur. Dire qu'est-ce que mon projet va apporter à mon client? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce sens-là? À quoi ça va servir? Quand on vend un produit ou un service, on ne vend pas le produit ou le service en tant que tel. On en vend l'usage. Donc ça, c'est très, très important de se dire qu'est-ce que mon produit, mon projet va pouvoir apporter comme bienfait, comme intérêt pour mes clients et donc globalement sur le marché. Les moyens mis ou à mettre en œuvre, mon conseil, ou en tout cas le point d'attention que vous devez avoir en tête, c'est vraiment votre implication. Vous avez un certain nombre de moyens qui vous sont à votre disposition, d'autres sur lesquels vous allez pouvoir être aidé. Et plus vous allez vous engager dans le projet, plus vous allez amener des personnes à s'engager à vos côtés. C'est vrai pour la partie financière, mais c'est vrai aussi pour tout un tas d'autres aspects. Plus vous allez apporter du réseau, plus vous allez gagner en réseau. Et donc, les moyens mis à mettre en œuvre, il ne s'agit pas de faire la liste de courses et puis d'aller dire, bah voilà, j'ai besoin de ça, je vais aller voir un organisme de formation d'accompagnement, qu'est-ce que vous pouvez me donner? Il s'agit vraiment de voir quelle part de responsabilité vous mettez dans ces moyens-là. L'application mise à la préparation du projet, alors là, on va faire référence à l'environnement dont on a parlé juste avant. Comment vous utilisez, en tant que porteur d'un projet de création de reprise d'entreprise, les ressources qui sont mises à votre disposition? Quelqu'un aujourd'hui qui entreprend, a fortiori qui entreprend seul, et c'est la majorité, très grande majorité des projets de création d'entreprise, c'est tout sauf un projet solitaire. Ce n'est pas parce que l'entreprise est individuelle que l'on doit réfléchir tout seul. Et la capacité d'un entrepreneur à utiliser l'environnement, à utiliser les ressources qu'il a à ses côtés, c'est une vraie qualité, une vraie compétence, et ce qui en fait un projet sérieux. Le potentiel d'activité, bien évidemment, pour que la commission dont on a parlé vous donne son crédit et juge votre projet réel et sérieux, il faut qu'il y ait un potentiel d'activité, un potentiel de chiffre d'affaires, il faut qu'il y ait des perspectives de développement. Et ces perspectives-là, elles peuvent se préparer. On va y revenir tout de suite après avec la composition du dossier et notamment l'étude de marché. Mais c'est aussi votre capacité à démontrer vos intuitions ou ce que vous avez envie d'aller explorer dans la mise en œuvre de votre projet. Ensuite, sa faisabilité, là, ça reprend l'ensemble. C'est-à-dire, une fois qu'on a additionné toutes ces étapes-là, est-ce que le projet, il est faisable? Alors, une précision, c'est qu'à ce niveau-là, on n'attend pas forcément de savoir s'il est viable en tant que tel et sur les 10 prochaines années, si vous allez gagner de l'argent. En revanche, c'est est-ce que ça tient la route? Est-ce que ça tient la route pour vous? Est-ce que ça tient la route au niveau commercial? Est-ce que ça tient la route au niveau de votre stratégie de communication, de diffusion, de distribution que vous avez imaginé? Est-ce que ça se tient sur le plan économique, à la fois dans ce que vous allez pouvoir imaginer tirer comme revenu de cette activité en tant que chiffre d'affaires, et puis les charges, c'est-à-dire les dépenses que vous allez avoir dans votre projet, mais également sur le démarrage. Quel investissement vous allez devoir engager? Est-ce que vous êtes en capacité de les engager? Et est-ce que ça paraît réaliste d'aller chercher des financements extérieurs si c'est le cas? C'est tout ça, la faisabilité du projet. Alors, Amélie, nous avons une question. J'ai créé mon entreprise il y a 1 an en parallèle de mon CDI. J'envisage désormais de quitter mon entreprise pour la faire prospérer. Suis-je éligible au projet démissionnaire indemnisé? Alors, sous vérification, mais je pense que non. Non, c'est Voilà. non, puisque l'entreprise est déjà créée et que le fait de déposer une demande auprès de la fameuse commission dont Amélie a parlé tout à l'heure, l'objectif de la commission, c'est de juger du caractère réel et sérieux d'un projet de création de reprise. Dans la mesure où l'entreprise a déjà été créée, elle n'a plus à apporter quoi que ce soit, donc vous n'êtes pas éligible au projet démissionnaire indemnisé. Une autre question, si la formation est sur les week-ends ou seulement quelques jours par mois, peut-on être démissionnaire dès le début de la formation ou doit-on rester en entreprise en dehors des jours de formation? Alors, si la formation,
le dispositif démissionnaire n'est pas le seul moyen de se former, hein. Il y a d'autres moyens. Il n'a pas pour vocation, quand on a un projet de formation, on ne va pas aller sur un dispositif démissionnaire. C'est simplement si on veut quitter son entreprise. Si on veut simplement se former, on peut très bien se former avec d'autres dispositifs en restant dans son entreprise et en s'absentant, comme vous, quelques jours par mois ou par semaine pour aller se former. Et là, on va mobiliser un autre dispositif qui s'appelle le CPF, projet de transition professionnelle, et qui permet à un salarié de se former, même s'il a un projet de création loin dans le temps, dans un second temps. Le premier temps, ça va être la formation, et après, il va avoir son projet de création. Donc, c'est un autre dispositif qu'on va mobiliser plutôt. Mais pour compléter ce qui vient d'être dit, je pense que le dispositif démissionnaire, il faut le voir comme une possibilité et une opportunité, à mon sens, pour compenser l'inertie du démarrage d'un projet de création d'entreprise. Tout à fait. À la fois en termes de revenus et ou d'investissement à réaliser. Mais au moment où on crée son entreprise, on n'est pas en vitesse de croisière. Et c'est souvent ce gap-là qu'il faut bien sécuriser pour pérenniser l'entreprise. Sinon, on se lance et avant même d'avoir atteint le niveau qu'on souhaitait, parfois il y a un déficit de ressources ou alors on n'a pas les relais suffisants pour pouvoir continuer le projet. Donc, il faut le voir comme ça et pas comme un moyen de financer une formation qui accède à un projet de création d'entreprise. Et puis, la création nécessite du temps au démarrage. Exactement. Donc, le dispositif démissionnaire permet de s'accorder ce temps-là pour mettre en place toutes les étapes de la création. Une autre question. Bonjour, l'installation en tant que profession libérale est-elle considérée comme projet d'entreprise? Oui. Oui, tout à fait. Tous les projets de création d'entreprise sont éligibles, que ce soit des projets profession libérale, que ce soit des projets artisanaux, commerciaux. Voilà. Une installation en profession libérale. Oui. Voilà. Alors, Émilie, qu'est-ce qu'un projet réel et sérieux? Qu'est-ce qu'on doit joindre dans notre dossier? Alors, il y a 2 éléments majeurs. Le premier, c'est une étude de marché. Le deuxième, c'est un prévisionnel financier. Ces 2 dimensions doivent être mises au regard de ce qu'on a dit auparavant, c'est-à-dire l'objectif, c'est de montrer à la commission, mais surtout à vous, que votre projet, il est sérieux et qu'il a des chances réelles et fortes d'aboutir à une immatriculation, à une création. L'étude de marché, c'est un ensemble d'informations qui vont vous permettre de vous positionner par rapport à votre marché. Votre marché, il est composé de clients, il est composé de concurrents, il est composé de fournisseurs et plus globalement d'un environnement qu'on peut appeler des parties prenantes. Ça peut être une collectivité, ça peut être des habitants autour de vous. Mais qu'est-ce que vous allez pouvoir proposer sur ce marché? Donc, ça peut se construire de différentes manières. Une manière qui est très souvent répandue, c'est d'aller questionner les clients potentiels qu'on imagine avoir demain pour comprendre mieux leurs besoins, leurs motivations. C'est très important là, dans cette phase-là, de travailler sur une cible de clientèle et de réfléchir à quels sont les clients que j'ai envie de toucher demain. Une autre manière de faire, c'est aussi d'aller repérer si ce que l'on veut proposer, il existe sur le marché, par différentes recherches, documentaires, Internet, sur le terrain, etc., de voir quelle est la plus-value ou la moins-value de mon produit, de mon service par rapport à ce qui est proposé, quel est le prix, comment font et comment procèdent mes concurrents et quelle place je vais avoir sur ce marché. À ce stade-là, je me permets de préciser que ce n'est pas parce qu'un marché est très concurrentiel que c'est un signal qu'il ne faut pas y aller. Au contraire, j'ai envie de dire que quand il y a de la concurrence, c'est généralement qu'il y a un marché. Et s'il n'y a pas du tout de concurrent, il faut se poser les bonnes questions. Soit votre produit, votre service est hyper innovant, soit c'est qu'il n'y a pas de marché. Donc, attention à la notion de concurrence là. Et puis, les fournisseurs, comment est-ce que je vais travailler avec mes fournisseurs, mes prestataires de services, ce n'est pas que des fournisseurs de matière. Et moi, j'invite vraiment tous les entrepreneurs à ce stade-là à mettre dans leur étude de marché, une dimension sociétale et environnementale. Il ne s'agit pas toujours d'aller se référer qu'à la dimension économique, mais aussi de se dire, tiens, mes fournisseurs ou mes partenaires, comment je vais les sélectionner?
Et ce n'est pas qu'une question de tarif, c'est aussi une question de relation, c'est aussi une question peut-être de distance, de choisir, voilà, d'avoir des process plus vertueux qui, pour le même produit ou le même service, pourront vous donner peut-être ce petit facteur qui fait la différence. Ouais, tout à fait. Le prévisionnel financier, quant à lui, ça vous invite à vous projeter dans votre activité installée, déjà établie, et d'imaginer quelles sont les sources de revenus que vous allez avoir, pas en termes de revenus personnels, mais de chiffre d'affaires, c'est-à-dire le produit des ventes de votre entreprise. Donc, de réfléchir à la fois à votre tarif et à la quantité de produits, de services que vous allez vendre, à l'éventuelle saisonnalité qu'il y aura, et donc d'imaginer un chiffre d'affaires prévisionnel, comme son nom l'indique. Et au regard de ça, de mettre en face toutes les dépenses ou toutes les charges qui vont être induites par ce chiffre d'affaires-là. C'est-à-dire que pour pouvoir procéder à ces ventes, vous allez avoir des dépenses. Alors des dépenses de matières premières ou d'achat si vous vendez des produits, voilà, de l'achat-revente ou de la matière première si vous fabriquez, mais aussi des dépenses de prospection, de transport, de communication, d'assurance, de loyer, de chauffage, etc. Donc ça, c'est vraiment l'idée de se dire, je vais, dans mon entreprise, imaginer gagner tant, dépenser tant, qu'est-ce qui reste? Est-ce que ça me permet de me dégager un revenu? Oui, non. Est-ce que mon bénéfice, je l'envisage comment dans la progressivité de l'évolution de mon entreprise? Et de voir aussi, d'adapter le chiffre d'affaires et de voir aussi si c'est réalisable. Si j'imagine que pour couvrir mes charges, il faut que je vende 8 heures de prestation 7 jours sur 7, je sais déjà que ce n'est pas possible. Donc, voilà, ça amène à ce réalisme-là. Donc, Amélie parlait du dossier. Donc, on va parcourir les différentes étapes du dispositif démissionnaire. Donc, la première étape va être de vérifier l'éligibilité, c'est-à-dire de vérifier que le bénéficiaire a bien 5 années d'activité salariée en continu dans une ou plusieurs entreprises. Et donc, pour ce faire, on va pouvoir aller sur un site qui s'appelle démissionreconversion.gouv.fr. Il y aura donc un simulateur de Pôle emploi. On va remplir un formulaire avec lequel on va pouvoir générer une attestation, un récapitulatif de nos conditions d'accès à ce dispositif. Ensuite, donc, on peut donc l'obligation par un conseiller en évolution professionnelle, le passage par un conseiller en évolution professionnelle, est obligatoire. Donc, on va rencontrer son conseiller en évolution professionnelle et grâce à l'accompagnement qu'on va pouvoir solliciter auprès du conseiller en évolution professionnelle, on va compléter ce qu'on appelle le volet CEP. Le volet CEP, c'est un dossier qui va représenter tout ce qui est présentation du projet. Donc, il va reprendre certains items de l'étude de marché et ce dossier-là va passer devant une commission chez Transition Pro Bourgogne-Franche-Comté ou dans une autre Transition Pro pour déposer donc ce dossier et pour étude auprès de la commission paritaire. Donc, une fois que la commission a étudié votre demande d'attestation de caractère réel et sérieux, vous allez avoir donc maximum dans un délai de 2 mois une réponse pour vous donner l'information si la commission a été favorable ou défavorable. Une fois cette notification reçue, vous allez avoir un délai donc de 6 mois pour aller vous inscrire chez Pôle emploi. Elle a une durée de validité de 6 mois. Donc, vous allez avoir le temps d'organiser votre démission auprès de votre entreprise, réaliser votre délai de préavis et pour pouvoir ainsi démissionner puis vous inscrire chez Pôle emploi. Je précise que dans l'ensemble des territoires, les organismes d'accompagnement que l'on a cités tout à l'heure sont en lien avec les conseillers en évolution professionnelle et ils peuvent vous orienter vers des organismes d'accompagnement, notamment pour vous aider dans la constitution de ce dossier par de l'accompagnement ou par des actions de formation individuelle pour que vous ne soyez pas forcément tout seul dans la constitution de ce dossier. Oui, tout à fait. Amélie, on a une question. Quelle est la composition de la commission? La commission, elle est composée de partenaires sociaux issus du collège salarié
et du collège patronal. Donc, ce sont des représentants des syndicats patronales et de salariés. Amélie, donc, vos conseils. Donc, nos conseils. Le premier dans la chronologie, c'est d'informer votre employeur parce que vous serez plus libéré et plus en transparence avec votre employeur si vous lui faites part de votre projet. D'en parler autour de vous, parce que bien souvent, alors ça dépend des types de ventes, mais en tout cas, les personnes qui sont autour de vous seront vos premiers ambassadeurs et aussi ceux qui vous feront les premiers retours. Donc, avant d'aller tout de suite présenter votre projet dans une instance un peu plus officielle où il y a de l'enjeu, c'est important de le tester autour de vous. Ensuite, travailler une présentation de votre projet même avant un premier contact. Et moi, mon conseil, ce sera pour cela, mais aussi en lien avec le suivant, de vous faire accompagner. Donc, il y a des organismes d'accompagnement qui vous permettent, avec des prestations qui sont prises en charge, de constituer votre dossier de manière solide, qui mettront tous les atouts de votre côté. Et de toute façon, vous en retirerez des choses. C'est-à-dire que le projet, la préparation du projet est en tant que telle une expérience à travers laquelle on développe des compétences. Et pour cela, se faire accompagner, c'est absolument essentiel. Donc, je ne peux que vous encourager à suivre ce conseil-là et puis d'anticiper une solution de secours parce qu'il est important de ne pas s'effondrer ou vivre comme un échec, quelque chose qui n'aboutirait pas, soit dans les délais, soit à la hauteur de ce que vous imaginez. Donc, entreprendre, c'est aussi ça. Entreprendre, c'est prendre un risque, c'est prendre la chance que ça marche, c'est aller explorer plein d'opportunités et parmi celles-ci, imaginer autre chose que votre projet parce que peut-être que ce ne sera pas le bon moment, parce que peut-être que dans la préparation, vous allez découvrir des freins que vous n'avez pas encore imaginés. Et donc, il faut les avoir en tête. Amélie, je voulais juste revenir sur l'information par rapport à votre employeur. Certains salariés bénéficiaires ne souhaitent pas du tout que leur employeur soit informé dès le départ et ils préfèrent avancer sur leur projet et informer l'employeur. Donc, vraiment, quand ils sont sûrs, c'est valable aussi. On est d'accord. Bien sûr, ce n'est pas obligatoire. Voilà, ce n'est pas une obligation, hein, bien évidemment. Ce n'est pas obligatoire, mais... c'est plus pour se libérer l'esprit. Disons que ça empêche de se dire je travaille dans mon coin et de manière un peu secrète et j'ai l'impression presque d'être coupable de ne pas faire ce que mon employeur fait. C'est aussi ce que mon employeur attend de moi. C'est aussi en parler parce que parfois on peut avoir des clauses de non-concurrence. Oui, donc ça, il faut être très attentif. Créer une entreprise dans le même domaine d'activité ou potentiellement toucher mes clients qui sont déjà dans le réseau de votre entreprise actuelle, il faut être très vigilant, d'une part parce qu'il peut y avoir une impossibilité sur le plan juridique, mais aussi parce que demain, vous allez peut-être avoir besoin de votre employeur actuel, parce que lui peut vous recommander ou avoir un pouvoir de nuisance sur votre entreprise si jamais vous n'y êtes pas bien pris. Donc c'est en ce sens-là. C'était en ce sens-là. Oui, ok. Alors, le conseil en évolution professionnelle. Donc, c'est un service qui est public. Il est gratuit, il est confidentiel, il est neutre et il est accessible à tous et il est impartial. En fait, le conseil en évolution professionnelle, il permet d'élaborer, de formaliser et de mettre en œuvre une stratégie visant l'évolution professionnelle comme on vient de le voir dans le cadre de la création d'entreprise. C'est un appui à tous les salariés et les indépendants. Par indépendant, on entend les artisans, les commerçants, les professions libérales, les exploitants agricoles. Donc, comment c'est organisé, le conseil en évolution professionnelle? En fonction de la typologie des différents publics, un opérateur de conseil en évolution professionnelle est dédié. Pour les salariés du secteur privé et les travailleurs indépendants, il y a le réseau EVA, le groupement Évolution, Antea pour la Corse, Axis pour la Martinique, la boutique de gestion pour la Guyane et la Retravailler pour la Réunion. Pour ce qui est des cadres, c'est l'opérateur de conseil en évolution professionnelle, l'APEC. Pour les demandeurs d'emploi, ça sera Pôle emploi. Pour les moins de 26 ans, l'Union nationale des missions locales,
Et pour les personnes en situation de handicap, ça sera le réseau des Cap Emploi. L'objectif, donc, le conseiller en évolution professionnelle, comme on l'a vu, peut accompagner dans l'élaboration, la formalisation, la mise en œuvre d'une stratégie, mais qui peut viser différentes situations. Ça peut être la création ou la reprise d'activité, comme on vient de le voir. Ça peut être l'obtention d'une certification professionnelle, une mobilité externe ou interne à l'entreprise, une reconversion ou une transition professionnelle, un développement des compétences ou une évolution professionnelle. Comment il est constitué? C'est un conseil individualisé, adapté. Il permet au salarié d'exprimer sa demande, son besoin, d'accéder à un premier niveau d'information sur des thématiques très variées. Ça peut être sur des dispositifs de financement, sur l'environnement professionnel, sur l'offre de formation, sur les métiers, c'est très vaste et il permet d'identifier des démarches possibles et d'éventuelles suites à donner. C'est un accompagnement personnalisé qui permet d'accéder à toute information utile à l'élaboration et l'analyse de la faisabilité du projet. Et il permet bien évidemment de construire un plan d'action pertinent et d'être accompagné dans sa mise en œuvre. Comme on l'a vu, c'est important d'être accompagné. Pour prendre un rendez-vous, donc, on peut se rendre sur notre site www.mon-cep.org. Donc, vous allez avoir un onglet qui vous demande votre situation. Donc, est-ce que vous êtes salarié, demandeur d'emploi, cadre? Et puis, un onglet localisation. Vous notez votre localisation et vous lancez le moteur de recherche qui va vous permettre de prendre un rendez-vous avec un conseiller à proximité de votre domicile. Je vous remercie pour votre écoute. Nous allons voir si vous avez des questions. Pour l'instant, pas de questions. C'est le moment de poser vos questions. Pas de questions? Alors, une question. Retraité dans quelques mois, puis-je bénéficier d'un accompagnement dans le cadre du CEP? Si c'est dans quelques mois, oui, puisque vous avez toujours un statut de salarié, donc vous pouvez, là, aujourd'hui, prendre rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle. Une autre question. Combien de temps faut-il pour monter un projet en moyenne? Alors, tout dépend ce que vous entendez par monter un projet et le temps d'où vous le démarrez et où vous l'arrêtez. Parce qu'en fait, un projet d'entreprise, s'il va au bout, il ne s'arrête jamais. On est toujours en projet. En revanche, pour aller entre le moment où on rencontre le CEP et le moment où on dépose un dossier à la commission, là, on a un recul et puis quelques jalons possibles. Ça dépend si vous faites votre dossier en autonomie ou si vous vous faites accompagner. Chez BGE, on a une formation individuelle qui s'appelle Bien préparer son projet avant de démissionner. C'est 7 heures d'accompagnement individuel, de formation individuelle. En général, je dirais que le montage du dossier, le gros se situe entre 2 et 3 mois. Voilà. Après, tout dépend de la complexité du projet, tout dépend de votre projection en termes de temps. Donc, il n'y a pas de et puis de l'étude de marché. Si on a une étude de marché à réaliser, ça va prendre un peu de temps. Oui, après, ça dépend. Il y a certains marchés sur lesquels il y a beaucoup de ressources disponibles. Voilà. Tout dépend aussi de la zone de chalandise entre un projet local et un projet international. Ce n'est pas du tout le même dimensionnement, quoi. Une autre question. Bonjour, je suis apicultrice inscrite à Pôle emploi. Puis-je bénéficier du conseil en évolution professionnelle? Oui, vous pouvez prendre un rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle chez Pôle emploi. Tout à fait. Alors, une autre question. Pour le financement d'une formation,
il faut voir directement avec le conseiller en évolution professionnelle. Vous pouvez vous faire accompagner, bien sûr, par un conseiller en évolution professionnelle qui va regarder avec vous au niveau de l'ingénierie financière et voir quel est le dispositif le plus adapté à votre situation pour le mobiliser et vous aider, bien évidemment, dans l'accompagnement à la réalisation de votre demande de financement. Pour devenir micro-entrepreneur, ce sont les mêmes conditions? Oui. Micro-entrepreneur, c'est un régime fiscal et social, mais c'est une entreprise comme une autre. Donc, voilà, c'est exactement la même chose. Très bien. Bonjour, une autre question. Ai-je le droit en congé parental? Alors, ai-je le droit, c'est par rapport à quoi? Au conseil en évolution professionnelle ou création d'entreprise? Je ne sais pas. Si c'est par rapport au conseil en évolution professionnelle, bien évidemment, vous avez le droit de prendre un rendez-vous pendant votre congé parental. Si vous avez le statut de salarié ou autre, d'ailleurs. Faut-il avoir déjà un projet très précis avant de consulter un CEP? Non, pas du tout. Non, vous pouvez rencontrer un conseiller en évolution professionnelle sans avoir de projet précis, mais pour partager avec lui sur votre situation professionnelle d'aujourd'hui et voir ce que vous pouvez mettre en œuvre pour demain ou faire un point simplement sur votre situation, sur vos compétences, sur vos envies, pour en discuter avec un conseiller en évolution professionnelle. Bonjour, les acteurs qui accompagnent sur la création sont assez nombreux, je trouve. Comment faire son choix, Amélie? Alors, ils sont nombreux. Si on ne... ils sont nombreux, mais ça nécessite de s'intéresser un peu à qui fait quoi. Et vous allez rapidement comprendre qu'on n'est pas si nombreux que ça parce que c'est un réseau très complémentaire. Il faut bien distinguer les organismes d'accompagnement des organismes de financement. Sur les organismes d'accompagnement, on en a parlé tout à l'heure, mais les principaux réseaux, c'est le réseau BGE que je représente aujourd'hui et les chambres consulaires. Et les chambres consulaires, c'est par secteur d'activité. Chambre de commerce et d'industrie pour les activités commerciales, agriculture et artisanat. Donc, en réalité, vous avez souvent deux opérateurs qui sont très complémentaires l'un de l'autre, BGE et une chambre consulaire. Allez vous renseigner auprès du CEP pour savoir quels sont les partenariats existants sur les territoires et puis l'offre de services. Après, sur comment faire son choix, eh bien, il y a un critère qui est un peu objectif de dire voilà, moi j'ai besoin de ça, cette formation ça m'intéresse, cette modalité ça m'intéresse. Et puis après, il y a des critères subjectifs, les méthodes de travail, l'affinité que vous pouvez avoir avec l'interlocuteur, la proximité par rapport à votre domicile. Est-ce qu'on vous propose plutôt un accompagnement en digital ou en présentiel? Voilà, ça ce sont des choses qui peuvent vous éclairer dans le choix, le coût de la prestation, le reste à charge éventuel. Mais en tout cas, on entend souvent qu'on est assez nombreux sur la création. Quand on se plonge un petit peu dedans, finalement, c'est pas si compliqué que ça. Voilà. Ensuite, nous, on passe le relais aux organismes de financement, ADI, France Active, Initiative. Mais d'abord, il faut bien préparer le projet avant de penser à son financement. Alors, une autre question. J'avais une auto-entreprise pour du libéral. Je l'ai gardée sans l'utiliser pendant mon salariat. Je veux démissionner pour reprendre en auto-entreprise, mais sur un autre secteur. Dois-je faire une cessation d'activité pour bénéficier du dispositif démissionnaire et recréer une autre auto-entreprise? Question en plusieurs bouts. Alors, là, ça demanderait à être reprécisé d'une manière individuelle. En tout cas, vous ne pouvez pas avoir deux micro-entreprises, ça c'est sûr. Si la première, elle est dans un secteur d'activité qui n'a rien à voir avec la seconde, j'ai envie de dire, oui, vous l'arrêtez et à ce moment-là, vous êtes éligible au dispositif démissionnaire. Avant de créer la seconde, oui. Il faut bien aller voir un conseiller en évolution professionnelle et avant de créer la seconde activité pour pouvoir déposer justement et être éligible au dispositif démissionnaire. Une autre question, y a-t-il un nombre d'heures limité de consultation, plusieurs rendez-vous tout au long du parcours? Oui, tout à fait. Un parcours peut aller jusqu'à 18 mois d'accompagnement. Donc, les heures, elles ne sont pas limitées en termes de consultation. C'est des allers-retours, puisqu'on sait que maintenant, les parcours ne sont pas linéaires. Donc, on va avoir plusieurs rendez-vous. Il peut y avoir beaucoup de changements lors d'un parcours. Et donc, ça va se dérouler sur du long terme. C'est toujours en fonction du besoin du salarié. C'est un service qui est
individualisé, donc c'est en fonction du besoin du salarié. Y a-t-il un quota national ou régional annuel pour la validation des démissions reconversion? Alors, quota national ou régional, non, pas à ma connaissance. Non, Pas à ma revanche, connaissance. il faut avoir quand même en tête l'esprit de ce dispositif, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de déguiser un projet de création d'entreprise pour en fait prétendre aux allocations chômage et finalement ne pas lui donner vie. Alors, Donc oui, c'est vraiment tout à fait. l'objectif de la commission qui juge du caractère réel et sérieux, c'est pour s'assurer que les personnes qui émargent à ce dispositif soient des vrais entrepreneurs dans la démarche et qu'ils ont tout mis en œuvre pour que réellement il y ait une entreprise qui soit sur pied dans quelques mois. Oui, je vais rebondir sur vos propos, Amélie. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on mobilise le dispositif démissionnaire, que ce soit pour un projet de reconversion, de création d'entreprise ou de reprise d'entreprise, une fois qu'on a démissionné et qu'on s'inscrit chez Pôle emploi va vérifier la mise en œuvre. Si on ne met pas en œuvre, donc on peut être sanctionné et avoir nos indemnités supprimées. Donc, ça rejoint vraiment ce que vous dites, Amélie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un dispositif démissionnaire comme ça, juste pour toucher ses indemnités et ne pas mettre en œuvre derrière. Et si on ne met pas en œuvre pour une raison particulière, à ce moment-là, on va devoir expliquer à Pôle emploi pourquoi on n'a pas pu mettre en œuvre, si on ne veut pas avoir ces ARE supprimés. Mais il y a un contrôle derrière par Pôle emploi. Donc, ce n'est pas anodin. En revanche, il n'y a pas de quota non plus à ma connaissance. Non, enfin, donc, pas à ma connaissance. Un projet est bien monté, qu'il a bien respecté toutes les étapes. Une autre question. Bonjour, comment connaître le prix de mes concurrents s'ils ne les dévoilent pas? Je ne sais pas à quel prix proposer mes prestations. Alors, il y a deux choses. Déjà, le prix de ses concurrents, ça paraît étrange qu'ils ne les dévoilent pas, mais il y a d'autres manières de faire. On peut connaître le prix des concurrents en interrogeant leurs clients. On peut connaître le prix des concurrents en se faisant passer pour un client, c'est le fameux client mystère. Mais on peut aussi définir son prix indépendamment du prix des concurrents. C'est la deuxième partie de la question. Je ne sais pas à quel prix proposer mes prestations. Moi, je vois deux éléments essentiels à prendre en compte, parce qu'il y a une indication que donne la concurrence, mais ce n'est pas la seule. La première, c'est combien ça vous coûte. Combien ça vous coûte? Je ne sais pas à quel prix proposer mes prestations, mais ma prestation, elle doit au moins couvrir ce que ça me coûte à faire. Alors, pour un produit, on a la logique plus facilement en tête, mais pour un service, il y a un coût. Puisque pour 1 heure de prestation vendue, eh bien, je sais que je vais avoir en moyenne tant de temps de prospection, tant de temps de transport, de la communication, du loyer, etc. Donc, c'est quoi mon coût de revient? Voilà, en incluant bien évidemment aussi votre rémunération. Parce que si vous vendez un service ou un produit qui ne vous permet pas d'en vivre, ce n'est pas de la création de valeur sur un projet de création d'entreprise. Et puis la deuxième chose, le prix, il se définit aussi en fonction de ce que vos clients sont prêts à payer. Donc ça, fait partie de l'étude de marché, d'aller voir la cible de clientèle, quel est leur intérêt, qu'est-ce que votre produit, votre service va leur apporter et combien ils sont prêts à payer pour ça. Donc, vous pouvez interroger sur une fourchette de prix ou tester un prix, dire voilà, imaginez que je vienne vers vous avec ce service, je le propose tant, vous achetez pas, c'est trop cher, c'est pas assez cher, etc. Le grand travers des créateurs d'entreprises, c'est de proposer des services pas assez chers. Voilà. Oui. Alors, on a une autre question. Est-il possible de bénéficier d'un bilan de compétences dans le cadre du CEP? Alors, bénéficier d'un bilan de compétences, vous pouvez très bien aller voir un conseiller en évolution professionnelle, échanger avec lui pour voir si un bilan de compétences est adapté à votre situation, si vous en avez besoin. Est-ce vraiment le bilan de compétences ou un autre outil? Donc, je vous invite à prendre contact avec un conseiller en évolution professionnelle pour échanger sur votre situation. Une autre question. Alors, bonjour, CEP possible via une démission exclusivement ou possible en cas de rupture conventionnelle? Ah ben non, ce n'est pas réservé à la démission. Le conseiller en évolution professionnelle, il est réservé aux salariés pour échanger sur leur situation professionnelle. Et si vous avez un projet de rupture conventionnelle, vous pouvez très bien aller échanger avec votre conseiller pour voir si c'est la solution la plus adaptée à votre situation. Mais bien évidemment, vous pouvez prendre un rendez-vous. Vous n'avez plus de questions?
Alors Amélie, je vous remercie Merci pour de votre invitation. Merci pour votre intervention. Je vous dis à bientôt, au revoir et bonne journée.